Imaginez. Vous êtes un ancien Spartiate en 480 avenue Jésus-Christ, debout sur les pentes balayées par les vents du mont Égette. L'air matinal est vif et léger à cette altitude, chargé du parfum des pins et du chant lointain des aigles qui tournent au-dessus de vos têtes. Dans vos mains burinées, vous tenez un nouveau-né, ses petits doigts agrippés à la laine rugueuse de votre manteau cramoisi. Les cris du nourrisson résonnent sur les falaises calcaires qui s'enfoncent dans l'obscurité. Vous avez déjà fait ce chemin des dizaines de fois, mais aujourd'hui, quelque chose semble différent. Cet enfant appartient à l'une des familles les plus respectées de Sparte, une lignée qui a donné naissance à des rois et des héros. Mais lorsque vous déballez le linge et examinez le pied gauche du bébé, votre cœur se glace. Le pied est tordu, plié à un angle anormal qui rend cet enfant imparfait aux yeux de la loi spartiate. Vous contemplez le gouffre en contrebas connu par votre peuple sous le nom d'Apothète, le lieu du rejet. Des centaines de mètres plus bas, éparpillés parmi les rochers et les buissons épineux, reposent les ossements d'innombrables autres enfants qui ont échoué au cruel test de dignité de Sparte. Ce bébé, malgré son sang noble, malgré la richesse et le statut de ses parents, malgré les larmes de sa mère qui l'attend à la maison, les rejoindra. Car à Sparte, il n'y a pas de place pour la faiblesse, pas de tolérance pour l'imperfection, pas de pitié pour ceux qui ne peuvent contribuer à la machine de guerre qu'est devenue votre société. Ce à quoi vous allez assister n'est pas seulement un infanticide. C'est l'élimination systématique d'enfants jugés inaptes à une société qui valorisait la perfection militaire au détriment de la vie humaine. Les Spartiates ne considéraient pas cela comme un meurtre. Ils le voyaient comme une nécessité, un devoir, le prix à payer pour créer les guerriers les plus redoutés du monde antique. Mais la réalité était bien plus horrible que tout ce qu'Hollywood a osé montrer. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Pour comprendre l'horreur de ce qui est arrivé aux enfants spartiates, il faut d'abord comprendre que Sparte n'était pas seulement une cité-État dotée d'une armée puissante. C'était une société transformée en arme vivante, où chaque aspect de la vie était subordonné à l'unique objectif de créer des guerriers parfaits. Cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle était le fruit de siècles de choix délibérés qui ont progressivement effacé la compassion humaine normale et l'ont remplacée par une efficacité froide et calculatrice. Le système a débuté avec les guerres de Messénie des 8e et 7e siècles avenue Jésus-Christ, lorsque Sparte a conquis ses voisins et asservi des populations entières. Ces esclaves, appelés ilotes, étaient jusqu'à 10 fois plus nombreux que les Spartiates. Vivre entouré de gens qui voulaient leur mort a créé une mentalité de siège qui a contaminé tous les aspects de la société spartiate. Ils furent convaincus que seule une supériorité militaire absolue pouvait leur permettre de survivre, et que cette supériorité exigeait un sacrifice absolu. Il ne s'agissait pas seulement de former des guerriers, mais de les élever. Les Spartiates commencèrent à se considérer non plus comme des individus dotés d'une valeur intrinsèque, mais comme des composants d'une machine conçue pour la guerre. Chaque enfant né était évalué non pas pour son potentiel en tant qu'être humain, mais pour son utilité pour l'État. Chaque loi, chaque coutume, chaque rituel visait à renforcer cette obsession de la perfection militaire. Le cadre juridique qui autorisait le meurtre d'enfants fut établi par un législateur semi-mythique nommé Lycurgue. Si les historiens modernes estiment que le système a évolué au fil des générations, ce qui importe n'est pas son créateur, mais son ampleur dans la société spartiate. Le meurtre des enfants imparfaits n'était pas commis en secret ni dans la honte. Il s'agissait d'une cérémonie publique, célébrée par des anciens respectés, en présence de la communauté, et célébrée comme nécessaire à la survie de Sparte. Les enfants visés n'étaient pas seulement ceux présentant des handicaps physiques évidents. La définition spartiate de l'imperfection était large et arbitraire. Une tache de naissance mal placée pouvait condamner un enfant. Un léger retard de développement pouvait être fatal. Même des enfants en parfaite santé pouvaient être éliminés s'ils pleuraient trop pendant l'inspection, suggérant un manque de maîtrise émotionnelle attendu des futurs guerriers. Plus inquiétant encore, ce système bénéficiait d'un soutien populaire. Les mères spartiates devaient remettre leurs enfants à l'inspection avec fierté, sachant qu'ils pourraient être éliminés.
Les pères rivalisaient de loyauté envers l'État en ne manifestant aucune émotion face à la condamnation de leur progéniture. La communauté célébrait ces morts comme des sacrifices nécessaires pour le bien commun. En 480 avenue Jésus-Christ, époque à laquelle se déroule notre histoire, ce système fonctionnait depuis des générations. Des milliers d'enfants étaient déjà morts sur les falaises du Montéget, et des milliers d'autres allaient suivre. Mais la véritable horreur ne résidait pas seulement dans les morts individuelles. Elle résidait dans la façon dont une société se persuadait que le meurtre d'enfants était non seulement acceptable, mais noble. Le processus de sélection des enfants spartiates commençait avant même leur naissance. Les femmes enceintes étaient soumises à un examen constant. Leur alimentation était réglementée, leurs activités surveillées, leurs lignées examinées. L'État avait trop investi dans son programme d'élevage de guerriers pour laisser quoi que ce soit au hasard. Les femmes enceintes recevaient des aliments spécifiques censés favoriser la force et le courage de leur progéniture. Elles étaient tenues de faire régulièrement de l'exercice et de ne consommer aucun aliment susceptible d'affaiblir leur bébé. Le début du travail n'était pas seulement un événement familial. Les autorités de l'État étaient prévenues et des dispositions étaient prises pour l'inspection obligatoire qui déterminerait si l'enfant vivait ou mourait. L'accouchement lui-même se déroulait dans des conditions conçues pour tester la force du bébé. Les femmes spartiates étaient censées accoucher avec un minimum d'aide, convaincues que les accouchements difficiles produisaient des bébés plus forts. Celles qui survivaient au traumatisme de l'accouchement étaient confrontées à une épreuve encore plus grande. Quelques jours après leur naissance, chaque enfant spartiate était amené devant la Gérousie, un conseil composé des hommes les plus âgés et les plus respectés de la communauté. Il ne s'agissait ni d'experts médicaux ni de spécialistes de la puériculture. C'étaient des guerriers ayant survécu à des décennies de combats et convaincus que seuls les plus forts méritaient de vivre. L'examen qu'ils menèrent fut minutieux et impitoyable. Les anciens examinèrent chaque centimètre carré du corps du nourrisson, à la recherche de signes de faiblesse ou de difformité. Ils testèrent ses réflexes, observèrent sa respiration et évaluèrent sa réaction à divers stimuli. Un cri faible pouvait être fatal. Une agitation excessive suggérait un manque de contrôle émotionnel. Même la forme de la tête de l'enfant était scrutée, car les Spartiates croyaient que certaines caractéristiques crâniennes témoignaient d'intelligence et de courage. Mais l'aspect le plus effrayant de ce processus résidait dans son caractère arbitraire. Les critères n'étaient ni médicaux ni scientifiques. Ils reposaient sur les opinions personnelles et les préjugés culturels d'hommes âgés, élevés dans le même système de brutalité. Un enfant pouvait être condamné parce qu'un aîné trouvait ses yeux faibles, parce que sa couleur de peau suggérait une ascendance ilote, ou simplement parce que le jury d'examen était de mauvaise humeur ce jour-là. C'est Sparte, là où la vie humaine n'était pas mesurée par sa sainteté, mais par son service à l'État. Les enfants qui réussissaient l'inspection initiale n'étaient pas en sécurité. Les tests se poursuivaient tout au long de leur petite enfance, avec des évaluations régulières visant à éliminer ceux qui ne répondaient pas aux normes spartanes. Les garçons qui se développaient lentement, qui manifestaient de la peur lors des exercices d'entraînement ou qui nouaient des liens affectifs avec leur mère pouvaient être reclassés comme inaptes. La menace d'élimination pesait sur chaque enfant comme une épée, créant une atmosphère de terreur constante qui a façonné tout son développement. Les enfants rejetés ont connu leur destin de différentes manières, mais toutes étaient aussi horribles les unes que les autres. La méthode la plus connue était la falaise du Montéget, où les bébés étaient jetés dans un gouffre appelé apothèque. Des découvertes archéologiques récentes suggèrent qu'il ne s'agissait là que d'une méthode d'élimination parmi d'autres. Certains enfants étaient abandonnés dans la nature, mourant de froid. D'autres étaient noyés dans des bassins sacrés. Quelques-uns étaient donnés à des familles d'ilotes comme divertissement cruel, condamnés à une vie d'esclavage parmi le peuple même que les Spartiates opprimaient. L'impact psychologique sur les familles fut dévastateur, et délibérément. Il était interdit aux parents de pleurer leurs enfants condamnés, exprimer son chagrin était perçu comme une faiblesse et un manque d'engagement envers les valeurs spartiates. Les mères qui pleuraient leur bébé mort risquaient d'être punies ou ostracisées. Les pères étaient censés louer la sagesse des anciens qui avaient ordonné la mort de leurs enfants. Cela a créé un cycle de traumatisme qui a contaminé des générations entières.
Les parents ayant perdu des enfants sont devenus plus enclins à soutenir le système qui les avait tués, car reconnaître sa cruauté les impliquait d'affronter leur propre complicité. Les enfants qui ont survécu ont grandi en sachant qu'ils ne vivaient qu'au bon vouloir de l'État, que leur survie dépendait du maintien de l'approbation d'hommes qui avaient déjà démontré leur volonté de tuer. Le système a également créé une classe de tueurs d'enfants professionnels au sein de l'élite spartiate. Les hommes qui servaient sur le Gerousia étaient fiers de leur rôle de gardiens de la pureté raciale. Ils ont élaboré des rituels élaborés autour du processus de sélection, faisant du meurtre d'enfants une cérémonie sacrée. Ils rivalisaient entre eux pour démontrer leur dureté et leur volonté de condamner même les cas les plus extrêmes. Pire encore, le système corrompait les liens naturels entre parents et enfants. Les parents spartiates apprirent à considérer leurs enfants comme des prétemporaires de l'État, susceptibles d'être rappelés à tout moment. Ce détachement affectif était perçu comme une vertu, une préparation au sacrifice plus important qu'exigerait la vie militaire. Le système spartiate d'élimination des enfants n'était ni une aberration ni le fruit d'une cruauté individuelle. Il était l'aboutissement logique d'une société qui avait subordonné toute valeur humaine à l'efficacité militaire. Pour comprendre comment une civilisation entière a pu banaliser le meurtre d'enfants, il faut examiner les structures culturelles et institutionnelles plus larges qui ont rendu ces pratiques non seulement acceptables, mais nécessaires. À la base de cette théorie se trouvait la croyance spartiate au déterminisme génétique, poussée à son extrême. Ils croyaient sincèrement que les caractéristiques physiques et morales étaient héritées de manière prévisible et qu'en éliminant les enfants présentant des traits indésirables, ils pourraient améliorer l'ensemble de leur population au fil du temps. Il ne s'agissait pas d'ignorance, mais d'un programme eugénique délibéré, mis en œuvre des siècles avant l'invention du mot « eugénisme ». Les motivations économiques étaient tout aussi importantes. Sparte était une société entièrement dépendante du travail des esclaves, les ilotes effectuant tous les travaux agricoles et artisanaux nécessaires à la subsistance de la population. Cet arrangement permettait aux citoyens spartiates de se consacrer entièrement à l'entraînement militaire, mais il créait également une menace existentielle. Les ilotes étaient largement plus nombreux que leurs maîtres et tentaient régulièrement des révoltes qu'il fallait réprimer avec une violence extrême. Dans ce contexte, chaque citoyen spartiate était littéralement un soldat engagé dans une guerre permanente pour sa survie. L'État ne pouvait se permettre de soutenir quiconque ne pouvait contribuer à l'effort militaire. Les enfants qui semblaient peu susceptibles de devenir des guerriers efficaces étaient perçus comme une perte de ressources qui pourraient être mieux utilisées pour former et équiper ceux qui avaient un plus grand potentiel. La justification religieuse du meurtre d'enfants était élaborée et profondément ancrée dans la vie spirituelle spartiate. Les Spartiates vénéraient les dieux de la guerre et de la force, divinités qui, selon eux, exigeaient les plus belles offrandes. L'élimination des enfants faibles était présentée comme une forme de sacrifice, une façon de montrer aux dieux que Sparte prenait au sérieux son engagement envers l'excellence militaire. La réaction du monde grec à ces pratiques révèle à quel point les Spartiates ont réussi à banaliser leur brutalité. Si certains philosophes critiquaient le meurtre d'enfants chez les Spartiates, beaucoup d'autres le saluaient, témoignant de leur discipline supérieure et de leur engagement envers le bien commun. Ce système était présenté comme un modèle de gouvernance rationnelle, preuve que le succès militaire de Sparte résultait de leur volonté de faire des choix difficiles que d'autres sociétés étaient trop sentimentales pour envisager. Cette approbation internationale a créé une boucle de rétroaction qui a renforcé les pratiques spartiates. Lorsque les visiteurs étrangers ont loué leur système d'élimination des enfants, cela a confirmé la conviction des Spartiates quant à leur propre supériorité. Lorsque d'autres cités-États ont été confrontés à des conflits internes ou à des défaites militaires, les Spartiates ont invoqué leurs pratiques eugéniques pour expliquer leur succès. Le système se perpétuait également, car il créait les conditions mêmes qui semblaient justifier son existence. En éliminant les enfants susceptibles d'avoir grandi en remettant en question les valeurs militaristes, Sparte garantissait que chaque génération soit plus engagée dans la guerre que la précédente. En éliminant ceux qui faisaient preuve de sensibilité émotionnelle ou de curiosité intellectuelle, elle créait une population véritablement plus adaptée à son mode de vie brutal. De manière peut-être plus insidieuse, le système d'élimination des enfants était présenté comme une forme de clémence. La propagande spartiate affirmait que tuer des enfants faibles leur épargnait une vie de souffrance et d'échec.
Elle affirmait que laisser vivre des enfants imparfaits était en réalité cruel, car cela les condamnait à la persécution et au malheur dans une société qui ne valorisait que la force et l'habileté militaire. Cette rhétorique du « meurtre par compassion » s'est tellement ancrée dans la culture spartiate que les parents croyaient sincèrement agir dans l'intérêt supérieur de leurs enfants en soutenant leur élimination. Laissez-moi vous parler de 3 enfants dont le destin illustre toute l'horreur du système spartiate. Leur nom ne figure pas dans les sources historiques, Sparte ne se souciant pas de documenter la vie de ceux qu'elle considérait comme indignes, mais leurs histoires, reconstituées à partir de preuves archéologiques et de récits fragmentaires, révèlent le coût humain de l'obsession d'une société pour la perfection. Le premier enfant naquit dans l'une des familles royales de Sparte vers 485 avenue Jésus-Christ. Son père était un descendant direct de Léonidas, sa mère était issue de lignées tout aussi prestigieuses. En temps normal, ce bébé aurait été destiné à la grandeur, peut-être même au trône. Mais lorsque les Gérousias l'examinèrent, ils découvrirent une fente palatine qui rendait l'allaitement difficile et risquait d'affecter son développement langagier. Le débat parmi les anciens fut intense. Il s'agissait bien de sang royal, des gènes ayant donné naissance à certains des plus grands guerriers de Sparte, mais la difformité était visible et marquerait l'enfant comme imparfait toute sa vie. Plus important encore, cela suggérait que même les meilleures lignées pouvaient produire une descendance imparfaite, une possibilité qui menaçait les fondements même de l'eugénisme spartiate. La décision prit 3 jours, durant lesquels le bébé resta en détention avec d'autres enfants en attente de jugement. Ses parents avaient interdiction de le nourrir ou de s'occuper de lui, tout signe d'attachement serait perçu comme une tentative d'influencer la décision des anciens. Lorsque le verdict tomba enfin, il fut unanime, le sang royal ne pouvait surmonter une imperfection évidente. L'élimination de l'enfant fut transformée en une cérémonie publique à laquelle assistèrent des centaines de Spartiates venus témoigner de l'engagement de l'État envers ses principes. Ses parents furent tenus d'assister au transport de leur fils jusqu'au Montégète, et ils furent félicités pour leur acceptation stoïque de la sagesse des anciens. La mère du bébé donna plus tard naissance à 3 autres enfants, qui survécurent tous au processus de sélection et devinrent des guerriers distingués. Mais les serviteurs du palais rapportèrent qu'elle ne fut plus jamais la même, passant des heures chaque jour à contempler la montagne où son premier-né était mort. Le deuxième enfant était une fille née en 479 avenue Jésus-Christ dans une famille spartiate de la classe moyenne. Son père était soldat de carrière, sa mère était issue d'une lignée de femmes fortes qui avaient donné naissance à de nombreux fils brillants. Le bébé semblait en bonne santé à la naissance, passant les premiers examens sans problème apparent. Mais en grandissant, il devint évident que son développement était retardé. À 6 mois, elle ne tenait toujours pas la tête droite, à 1 an, elle était loin derrière les autres enfants pour atteindre les étapes de base. La famille tenta désespérément de dissimuler l'état de leur fille, la gardant à l'intérieur et limitant les contacts avec les voisins susceptibles de signaler ses retards de développement. Avec l'enfant, on essayait de la forcer à répondre aux attentes d'un développement normal. Mais les inspections trimestrielles auxquelles tous les enfants spartiates étaient soumis rendaient la dissimulation impossible. Lorsque la vérité fut découverte, la punition ne se limita pas à l'enfant. La famille fut condamnée pour avoir tenté de tromper l'État, et leur fils aîné fut retiré du programme d'entraînement d'élite en guise de punition pour la déloyauté de ses parents. La fille fut condamnée à l'abandon dans le désert, une mort plus lente et plus douloureuse que la chute rapide du Montagète. Mais cette histoire connaît une fin différente. Un groupe d'esclaves ilotes travaillant dans les champs où l'enfant avait été abandonné la retrouva encore vivante après 2 jours d'exposition. Ils la recueillirent secrètement et l'élevèrent comme l'une des leurs. Elle grandit au sein d'une population asservie, son héritage spartiate étant caché, ses retards de développement devenant insignifiants dans une communauté privilégiant la survie à la perfection. Elle vécut jusqu'à l'âge adulte et eut ses propres enfants, même si elle ne put jamais parler de ses origines sans risquer sa vie et celle de ceux qui l'avaient sauvée. Le 3e enfant naquit en 476 avenue Jésus-Christ de parents qui avaient déjà 2 fils servant dans l'armée spartiate. Ce petit garçon semblait parfait en tout point, fort et en bonne santé, sans défaut visible. Mais durant son premier hiver, il développa une toux persistante suggérant une faiblesse pulmonaire. Le médecin de la famille, un ami de confiance, les avertit que l'examen trimestriel entraînerait probablement la condamnation de l'enfant.
Face à cette perspective, les parents ont fait un choix qui aurait horrifié leurs voisins s'ils avaient été découverts. Ils ont tué leur propre fils, l'étouffant doucement dans son sommeil plutôt que de le laisser subir les méthodes d'élimination brutale privilégiées par l'État. Ils ont déclaré sa mort comme une maladie soudaine et ont organisé des funérailles dignes, lui accordant la dignité d'une mort que la loi spartiate lui aurait refusée. Lorsque Sparte tomba finalement aux mains des forces thébaines en 371 avenue Jésus-Christ, l'une des premières découvertes des vainqueurs fut l'étendue du système d'élimination des enfants. Les soldats thébains explorant le mont Tagète découvrirent le gouffre des apothètes rempli d'ossements accumulés depuis des siècles ou les restes squelettiques de milliers d'enfants jugés indignes de vivre. Le site était si bouleversant que même les guerriers les plus aguerris ou des hommes qui avaient vu d'innombrables champs de bataille furent émus aux larmes. Les conséquences immédiates de l'effondrement de Sparte révélèrent le véritable coût de leur obsession eugénique. La population avait été tellement réduite par des générations d'élimination d'enfants qu'il ne restait tout simplement plus assez de Spartiates pour maintenir leur société. Le patrimoine génétique s'était réduit au point que les malformations congénitales devenaient plus fréquentes, et non moins fréquentes, la diversité génétique limitée entraînant une consanguinité accrue parmi les lignées survivantes. Les Spartiates qui survécurent à la chute de la cité peinèrent à s'adapter à un monde régi par des règles différentes. Des générations d'élimination d'enfants avaient produit une population certes forte physiquement et militairement capable, mais totalement incapable de fonctionner en société pacifique. Ils n'avaient aucune compétence économique, aucune tradition artistique, aucune activité intellectuelle au-delà de la guerre. Le succès même de leur programme eugénique les avait conduits à des impasses évolutionnaires. La dissimulation historique commença presque immédiatement. Plus tard, les historiens grecs, embarrassés par ce chapitre de l'histoire de leur civilisation, commencèrent à romancer les pratiques spartiates tout en minimisant leurs aspects les plus dérangeants. Le système d'élimination des enfants fut repensé comme une réponse rationnelle à la pénurie de ressources ou comme une mesure nécessaire à l'efficacité militaire. L'horreur fut aseptisée en admiration pour la discipline et l'engagement spartiate. Les historiens romains qui conquirent la Grèce des siècles plus tard furent encore plus coupables d'avoir blanchi les pratiques spartiates. Ils transformèrent l'histoire du meurtre d'enfants en récit d'un noble sacrifice pour le bien commun. Les Romains, qui avaient eux-mêmes des problèmes d'infanticide, trouvaient commode de présenter le système spartiate comme un exemple antique de gouvernance avisée plutôt que de le considérer comme un génocide systématique contre leurs propres enfants. Ce révisionnisme historique a perduré jusqu'à nos jours. La culture populaire continue de présenter les Spartiates comme de nobles guerriers luttant pour la liberté et l'honneur, ignorant ainsi le fondement du meurtre d'enfants sur lequel leur société était fondée. Des films comme 300 les présentent comme des héros défendant la civilisation, alors qu'en réalité, ils ont éliminé l'humanité même que la civilisation est censée protéger. Les preuves archéologiques racontent une toute autre histoire. Des fouilles menées sur des sites de la Sparte antique ont révélé des traces d'élimination systématique des restes de nourrissons, confirmant les récits des historiens antiques qui ont décrit ces pratiques. L'analyse médico-légale moderne de ces restes révèle des signes de mort violente et d'élimination délibérée, corroborant les récits historiques d'enfants jetés du haut de falaises ou abandonnés en pleine nature. Le plus tragique est peut-être que nous continuons à découvrir l'étendue de ce système. Des fouilles récentes ont révélé que l'élimination des enfants ne se limitait pas au mont Tagète, mais se produisait sur plusieurs sites du territoire spartiate, suggérant que cette pratique était encore plus répandue qu'on ne le pensait. Le système spartiate d'élimination des enfants n'est pas une simple histoire ancienne. Il s'agit d'un modèle de déshumanisation systématique qui s'est manifesté à maintes reprises au cours de la civilisation humaine et qui continue de se manifester sous différentes formes aujourd'hui. Comprendre comment une société entière s'est convaincue que le meurtre d'enfants était non seulement acceptable, mais nécessaire, apporte un éclairage crucial sur les dangers auxquels sont confrontées les sociétés modernes. Le mécanisme fondamental qui a permis le massacre d'enfants par les Spartiates était la redéfinition de la valeur humaine fondée sur l'utilité perçue pour l'État. Une fois que la société a accepté que certaines vies avaient plus de valeur que d'autres et que cette valeur pouvait être déterminée par des autorités extérieures, l'élimination de ceux jugés sans valeur est devenue non seulement possible, mais inévitable. Cette même logique a transparu dans tous les mouvements génocidaires de l'histoire de l'humanité.
Les tests génétiques modernes ont ouvert de nouvelles perspectives pour le même type d'élimination sélective que celui pratiqué par les Spartiates. Si nos méthodes sont plus sophistiquées et nos justifications plus médicales, la question fondamentale demeure, qui décide quelle vie mérite d'être vécue? L'essor du dépistage génétique prénatal a entraîné une baisse spectaculaire du taux de natalité des enfants atteints de certaines pathologies, créant ce que certains défenseurs des droits des personnes handicapées qualifient de nouvelles formes d'eugénisme. L'importance accordée par Spartiate à l'utilité militaire trouve un écho dans les sociétés modernes qui définissent la valeur humaine principalement par la productivité économique. Lorsque les systèmes de santé prennent des décisions de traitement en fonction des années de vie ajustées en fonction de la qualité, lorsque les services sociaux donnent la priorité à ceux qui sont considérés comme les plus susceptibles de devenir des citoyens productifs, lorsque les ressources éducatives sont allouées en fonction du potentiel de réussite perçu, nous voyons des reflets de la même logique utilitaire qui a conduit à l'élimination des enfants spartiates. Le plus inquiétant est peut-être que le système spartiate montre avec quelle rapidité les sociétés peuvent normaliser des pratiques qui auraient semblé impensables aux générations précédentes. L'augmentation progressive des raisons acceptables pour éliminer des enfants, la bureaucratisation du processus et le développement de classes professionnelles dont la carrière dépendait de la pérennité du système sont autant d'avertissements quant à la manière dont les institutions modernes pourraient évoluer dans des directions dangereuses. Les éloges internationaux reçus par Sparte pour ses pratiques eugéniques rappellent que les systèmes pervers se présentent souvent comme rationnels, scientifiques et progressistes. Le fait que d'autres cités-États grecs aient admiré et tenté d'imiter l'élimination des enfants spartiates montre comment les sociétés peuvent confondre cruauté systématique et gouvernance éclairée. Revenez avec moi à cette falaise balayée par les vents où notre histoire a commencé. Le vieillard spartiate se tient au bord du mont Théto, tenant dans ses bras un bébé dont le seul crime est d'être né avec un pied tordu. À cet instant, il représente bien plus qu'un homme faisant un choix terrible, il incarne une civilisation entière, convaincu que certains enfants méritaient la mort. Le bébé dans ses bras aurait pu devenir un poète, un philosophe, un parent aimant, ou simplement un être humain méritant la vie et la dignité. Nous ne le saurons jamais, car la société spartiate avait décidé que la perfection était plus importante que l'humanité, que l'efficacité militaire comptait plus que la compassion, et que la vision de l'état d'une citoyenneté idéale valait tous les sacrifices. Lorsque l'aîné lâche enfin prise et que l'enfant sombre dans les ténèbres, quelque chose meurt avec ce bébé, quelque chose qui va au-delà d'une petite vie. C'est la mort du principe selon lequel chaque être humain a une valeur intrinsèque, quelles que soient ses capacités physiques ou son utilité pour la société. Les ossements éparpillés dans ce gouffre représentent des milliers de moments similaires, des milliers d'enfants dont le potentiel n'a jamais été réalisé faute d'avoir atteint des normes arbitraires de perfection. Leur mort n'a pas véritablement renforcé Sparte, elle l'a affaibli, fragilisé et moins capable de s'adapter aux circonstances changeantes. Aujourd'hui, alors que nous nous interrogeons sur les tests génétiques, le rationnement des soins de santé et la valeur de chaque type de vie, les fantômes de ces enfants spartiates nous rappellent que le prix de la perfection est souvent l'humanité elle-même. Leur voix silencieuse, venue des profondeurs du mont Théto, murmure une vérité simple mais profonde, chaque vie a de la valeur, et toute société qui oublie cette leçon risque de perdre son âme. Si cet aperçu des ténèbres de l'histoire vous a donné envie de découvrir d'autres vérités enfouies, je vous ai préparé un autre voyage dans les ténèbres du passé à ne pas manquer. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran pour découvrir un autre chapitre bouleversant que l'histoire a tenté d'effacer. Et si vous avez trouvé cette exploration aussi captivante que moi, abonnez-vous pour que nous puissions continuer à décortiquer l'histoire ensemble. Ces voix oubliées méritent d'être entendues, et tant d'autres histoires attendent d'être racontées.